Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 6 janvier 2026 et notre cher ami, le professeur Mohammad Marandi, est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur Marandi. Merci Nima, c'est toujours un plaisir d'être dans ton émission. Merci pour l'invitation. Permettez-moi de commencer, professeur Marandi, par ce qui se passe au Venezuela. Pour la première fois, on voit l'administration américaine, l'administration Trump, sans tenir le moindre discours sur les droits de l'homme, la liberté d'expression ou quoi que ce soit de ce genre. Ils disent essentiellement « Nous veillons sur le pétrole du Venezuela, nous allons y aller ». Et ils ont enlevé le président du Venezuela. Il se trouve maintenant aux États-Unis, où il fait face à de nombreuses accusations de la part de l'administration Trump. Mais quand on regarde ce qui se passe, quelle est votre compréhension de ce qui s'est produit et de la réaction que cela a provoquée? Quelle est la réaction des autres pays? Hier, la Russie et la Chine ont condamné ce qui s'est passé, en tenant compte du cas du Venezuela. Mais en observant la situation dans son ensemble et la manière dont l'administration Trump parle du Venezuela, quel est votre point de vue? C'est très difficile à dire. Je suis en contact avec mes amis vénézuéliens, comme vous le savez, et je suis sûr que vous avez vos propres contacts. Ils ont tous Ils ont tous leurs propres opinions. Il n'existe pas un seul point de vue sur lequel tout le monde s'accorde. Personnellement, je pense que Trump, en ayant créé cette armada, s'est placé dans une situation où il n'avait d'autre choix que d'escalader, et il l'a fait. Maintenant, certaines organisations pensent qu'il y a eu un complot, que les dirigeants du Venezuela se sont entendus pour faire destituer le président et ont conclu une sorte d'accord avec les États-Unis. J'ai du mal à le croire, car nous avons également vu le fils du président Maduro prononcer un discours devant la foule, protestant contre l'enlèvement meurtrier du président Maduro. Il s'est montré très favorable à l'État et à ses institutions. Je pense donc que le fait que ce soit lui qui ait fait cette déclaration est en soi significatif. C'était un discours très émouvant. Bien sûr, je ne comprends pas l'espagnol, mais j'ai lu la traduction et c'était un discours très émouvant. On pouvait sentir à son ton qu'il était très ému. Mais s'il avait eu le sentiment qu'il existait un complot contre sa famille, ses deux parents, enfin son père et sa belle-mère, alors je pense que sa réaction aurait été très différente. C'est une chose. Mais que des personnes de rang intermédiaire trahissent ou transmettent des informations aux États-Unis, je trouve cela tout à fait plausible. En fait, avec les nouvelles technologies, une grande partie des informations qu'ils recueillent ne nécessite même pas de présence sur le terrain. Et pendant la guerre avec le Hezbollah, ou pendant la guerre contre l'Iran, la plupart des renseignements qu'ils possédaient reposaient sur les nouvelles technologies et sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce qui les a beaucoup aidés. Et c'est pourquoi, par exemple, la politique en Iran et au sein du Hezbollah a changé concernant la manière dont les individus et les familles utilisent la technologie. Mais personnellement, je ne crois pas qu'il y ait eu un complot dans lequel la direction du Venezuela aurait trahi Maduro. Je ne le vois tout simplement pas. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je ne le vois pas. Les Américains, bien sûr, vont continuer à faire pression sur les États pour obtenir davantage de concessions, et nous devrons voir ce qu'il adviendra. Y aura-t-il une forme de compromis, ou Trump agira-t-il d'une manière telle que les négociations n'aboutiront à rien, et qu'il y aura une nouvelle escalade, ou bien le statu quo sera-t-il maintenu? Cela reste à voir.
Mais je pense que nous devrions être très prudents avant de diffuser des informations ou des théories du complot qui créent des divisions parmi les Vénézuéliens ordinaires ou qui sèment la confusion. Parce que si j'étais, Dieu m'en garde, du côté du régime américain, du régime israélien et des agences de renseignement occidentales, je chercherais à provoquer la peur, l'insécurité et la division. J'imagine donc qu'ils seraient les premiers à promouvoir, que ce soit par leurs médias ou par des personnes proches d'eux sur le terrain, une sorte de complot affirmant que les dirigeants actuels du Venezuela ont trahi le président Maduro. Voilà une chose. Maintenant, je suis Nima. Je ne peux pas voir Nima. Nima, I cannot see Nima, and so I don't know if I was disconnected or you were disconnected. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai été déconnecté ou si c'est vous. Je vous vois, professeur Marandi. Très bien, c'est une chose. Où cela nous mène-t-il, à mon avis? Je pense que sauf si les Américains sont prêts à faire preuve de réalisme et à accepter un compromis, il y aura une impasse. Parce qu'en ce moment, l'État vénézuélien est uni et le peuple est en colère. Mes amis au Venezuela, qui ont des opinions politiques différentes, disent que le président Maduro est aujourd'hui plus populaire qu'il ne l'a jamais été. Et c'est à cause de ce qui lui est arrivé, mais aussi de la manière dont il s'est comporté. Il a fait preuve de beaucoup de dignité, il semblait de bonne humeur, et cela fait de lui une personne plus forte. Les gens dans la rue auront donc des attentes vis-à-vis du gouvernement qu'ils voudront voir faire preuve de résilience face aux États-Unis. Je pense que les négociations vont être très difficiles, car le gouvernement vénézuélien tiendra compte de la population et de sa position sur tout cela. Et le gouvernement américain, s'il veut intensifier la situation, que va-t-il faire? Je veux dire, ils ont déjà menacé la présidente élue de mort, puisque Trump lui-même a déclaré qu'il pourrait lui arriver quelque chose de bien pire qu'à Maduro. La seule chose pire que ce qui est arrivé au président Maduro serait un meurtre. Il l'a donc essentiellement menacé de la tuer. Mais s'il le fait, je ne pense pas que cela se terminera bien pour les États-Unis. Cela ne fera qu'engendrer une plus grande indignation, non seulement au Venezuela, mais dans toute l'Amérique latine et dans le monde entier. Le prix que les États-Unis devront payer sera très élevé. Une escalade est donc possible, mais elle serait coûteuse pour les Américains. Y aura-t-il une forme de compromis? Cela reste, encore une fois, incertain. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut garder à l'esprit que tout est normal au Venezuela. En d'autres termes, les institutions de l'État fonctionnent toutes. Le président, la vice-présidente et le président par intérim détiennent l'autorité présidentielle jusqu'au retour du président Maduro. Les forces armées, tout est comme il y a une semaine. Il n'y a ni vide ni absence d'autorité. Les institutions de l'État et la Constitution fonctionnent toutes comme dans des circonstances normales. L'une des plus grandes préoccupations des populations d'Amérique latine est que lorsqu'elles comparent ce qui se passe au Venezuela à ce qui s'est produit au Moyen-Orient, en Asie occidentale, avec les cas de l'Irak, de l'Afghanistan, voire de la Libye et plus récemment de la Syrie, elles constatent comment ce type d'action des États-Unis pourrait semer le chaos dans la région, dans toute la région. Et vous savez comment les guerres ont influencé la sécurité de l'Iran en Asie occidentale. Comment percevez-vous ce sentiment parmi les habitants du Brésil et d'autres pays d'Amérique latine qui s'inquiètent de ce genre de comportement dangereux de la part des États-Unis? Eh bien, je ne pense pas que les États-Unis. Je pense qu'il y a une grande différence entre l'Amérique latine et notre région. Les États-Unis ne se soucient pas de l'instabilité dans notre région. Le flux de réfugiés ira vers l'Europe, pas vers les États-Unis. Et les États-Unis ne sont pas très préoccupés par l'Europe, comme on le voit en ce moment, surtout sous Trump. Donc s'il y a des sanctions contre l'Iran,
et que la vie devient plus difficile. Les gens veulent partir. Où vont-ils? Ils vont en Europe. Si l'Afghanistan est laissé sans gouvernement, où vont les gens? Ils vont en Europe. C'est la même chose pour la Syrie. La Syrie est maintenant en train d'être balkanisée. Elle est dans un état terrible. Où vont les gens? Ils se dirigent vers l'Europe. Mais les États-Unis ne subissent pas les contre-coups. C'est pour les Européens, pas pour les Américains. Et c'est ce que veut Israël. Le régime israélien veut une région fragmentée, une région brisée, afin de pouvoir régner sans partage. Et c'est bien sûr l'une des erreurs insensées qu'Erdogan a commises. Les Qataris en particulier, ainsi que d'autres dans la région du Golfe Persique, ont soutenu la sale guerre en Syrie. Mais ces deux pays ont joué un rôle central dans la promotion de l'État islamique et d'Al-Qaïda aux côtés des Américains. Et maintenant, ils ont créé une Syrie balkanisée, et il n'y a plus rien entre eux. Et, eh bien, Erdogan n'a plus rien entre lui et le régime israélien. Ainsi, le régime israélien aimerait que toute la région soit morcelée. Mais en Amérique latine, je pense, et c'est simplement mon opinion personnelle, je ne dis pas que c'est forcément juste, que les Américains craindraient la balkanisation de l'Amérique latine, ou l'affaiblissement des autorités centrales au Mexique, en Colombie et ailleurs. Parce que si cela se produit, où vont les réfugiés? Où vont les personnes qui ont perdu leur emploi? Où vont ceux qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins? Ils partent vers le nord, ils vont aux États-Unis. Et cela créerait une autre crise pour les Américains, n'est-ce pas? En ce moment, l'un des principaux slogans de Trump consiste à empêcher les immigrés et les réfugiés d'entrer aux États-Unis. Mais si le nombre de personnes souhaitant fuir leur pays pour une raison ou une autre augmente fortement, cela deviendra un gros problème pour les États-Unis. Je pense donc que le gouvernement américain se montre probablement plus prudent en matière de guerre sale, et de mort et de destruction en Amérique latine qu'en Asie de l'Ouest et en Afrique du Nord, car il se soucie davantage de ses propres intérêts et beaucoup moins de ceux des Européens. Mais ce n'est là que ma propre spéculation. Oui, mais nous savons que l'objectif principal est le changement de régime dans ces pays. En gros, ils en parlent à Cuba et en Colombie. Le Venezuela est déjà en train de le vivre. Quelle a été l'expérience en Irak et en Afghanistan après 20 ans? Oui, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, imaginons qu'il y ait un changement de régime à Cuba. Les partisans du gouvernement actuel à Cuba vont-ils l'accepter? Je ne pense pas. Les partisans du président Maduro au Venezuela vont-ils l'accepter? Accepteraient-ils un changement de régime soutenu par les États-Unis en Colombie ou au Mexique? Je ne pense pas. Je crois que ce qui se passera, c'est qu'il y aura une guerre civile ou bien une insurrection contre le régime nommé par les États-Unis. Et cela mènera à une crise dans toute l'Amérique latine. Il faut garder à l'esprit que le grand nombre de réfugiés qui ont voyagé vers les États-Unis au cours des dernières décennies viennent pour la plupart d'Amérique latine. Et c'est en partie, je veux dire, dans une large mesure, le résultat de plusieurs années de soutien des États-Unis à des régimes autoritaires qui ont été très violents envers leur propre population et envers la gauche politique et en fin de compte, la gauche militaire. Ainsi, lorsque des pays sont déchirés à cause de la politique étrangère américaine, les gens se déplacent. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les populations d'Amérique latine quittent leur région pour les États-Unis depuis des décennies. Intensifier cela aujourd'hui, avec des guerres de changement de régime, aggraverait, selon moi, la crise des réfugiés bien plus qu'auparavant. Mais les États-Unis ne sont pas non plus un acteur très rationnel, et Trump est quelqu'un qui change souvent d'avis. Il se contredit sans cesse.
changes his position, he flip-flops all the time, and he's not a very Et ce n'est pas une personne raisonnable. Un jour, il dit une chose, le lendemain, il dit quelque chose de complètement différent. Lui et l'establishment politique américain prennent sans cesse des décisions irrationnelles. Donc, d'après ce que je comprends, s'ils adoptaient une position rationnelle, ils ne chercheraient pas à provoquer un changement de régime. Mais encore une fois, c'est les États-Unis. Avec toutes ces guerres, nous savions dès le début, lorsqu'ils ont envahi l'Irak, que cela se terminerait ainsi. Je pense que nous le savions tous. D'ailleurs, même chose en Irak. Ils disaient que ce serait facile et que le pétrole paierait l'occupation. Mais au final, ils ont dépensé des milliers de milliards de dollars, pas des centaines de milliards, pas seulement 1 millier de milliards. Ils ont dépensé des milliers de milliards de dollars en Irak. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons connu la crise économique de 2008 et 2009. Je veux dire, les politiques néolibérales et tout cela ont joué un grand rôle. Mais les milliers de milliards de dollars gaspillés en Afghanistan et en Irak ont contribué de manière significative à la crise. Si l'on regarde l'Irak, qui est un pays très riche en pétrole, les États-Unis y ont perdu gros. Et les parallèles avec le Venezuela sont assez frappants. Trump a dit la même chose. Tout se paiera tout seul. Nous gagnerons de l'argent grâce au pétrole. Et certaines personnes ont d'ailleurs dit ces derniers jours, de bons amis, d'excellents analystes, meilleurs que moi, que ce que Trump veut faire au Venezuela, c'est prendre le pétrole d'Asie occidentale, c'est-à-dire de l'Iran, afin de pouvoir utiliser ce pétrole pour maintenir les prix bas. That they will be able to use that oil to keep oil prices down. But I find that very difficult. Mais je trouve cela très difficile à accepter. Tout d'abord, le Venezuela exporte très peu de pétrole, relativement parlant. S'il y avait, disons, une guerre dans la région du Golfe Persique et que tout le pétrole d'Asie occidentale et du Caucase cessait d'être exporté, ce que le Venezuela exporte ne représenterait rien en comparaison, ni pour le pétrole, ni pour le gaz. Les États-Unis auraient donc besoin de plusieurs années, de nombreuses années, pour augmenter leur production à des niveaux très élevés. Et même alors, cela ne se comparerait toujours pas au Golfe Persique. Ensuite, il y a la question du type de pétrole que possède le Venezuela. C'est un pétrole très très lourd. Et bien que je ne connaisse pas grand-chose au pétrole, différentes raffineries utilisent différents types de pétrole. On ne peut pas simplement remplacer un type de pétrole par un autre. Par exemple, l'Iran produit du pétrole brut léger, mais la majeure partie de son pétrole est en réalité du brut lourd. Les raffineries qui utilisent du brut léger, que ce soit en Iran ou à l'étranger, ne peuvent pas traiter du brut lourd. Ce brut léger ne peut donc pas être simplement échangé contre du brut lourd. Ainsi, le pétrole vénézuélien ne peut pas être utilisé dans les raffineries qui fonctionnent avec du pétrole iranien. De même, le pétrole vénézuélien ne peut pas être utilisé dans les raffineries qui utilisent du pétrole saoudien ou irakien. Je ne comprends donc pas vraiment comment cet argument pourrait tenir. Je ne vois tout simplement pas comment le pétrole vénézuélien pourrait aider à résoudre une crise énergétique venant d'Asie de l'Ouest. It's supposed as produire. Phelps. Je ressens la même chose, car le Venezuela subit d'énormes sanctions depuis très longtemps. Les infrastructures ne sont tout simplement pas prêtes à produire autant de pétrole pour l'injecter sur le marché mondial. Mais en ce qui concerne la manière dont Donald Trump agit, eh bien, je ne sais pas si tu as entendu. Il a dit « Regardez ce que nous avons fait dans le cas du Venezuela. Nous y sommes allés et nous avons enlevé le président du Venezuela. C'est une victoire totale de notre part. Mais regardez ce que fait la Russie. Après 4 ans,
ils ne font rien dans le cas de l'Ukraine. Ce sont deux états d'esprit différents. La mentalité russe, la façon dont ils perçoivent le conflit en Ukraine, et la manière dont Donald Trump voit le Venezuela. Comment vois-tu cela? Eh bien, laissez-moi vous expliquer quelque chose, car je ne peux pas vous voir. Je pense que je vais devoir attendre votre retour. Juste pour répondre à ce que vous disiez, désolé, je vous ai perdu un instant, je voulais aussi ajouter quelque chose. Nous devons également prendre en compte que les États-Unis ont une immense armada au large des côtes du Venezuela. Et comme ils sont en train de négocier, qui sait combien de temps cela prendra ou quel en sera le résultat. Ils ne peuvent pas retirer cette armada et l'envoyer en Asie de l'Ouest pour aider les Israéliens à lancer une nouvelle attaque contre l'Iran. Pourquoi? Parce qu'alors l'emprise sur le Venezuela s'effondrerait. Donc, si les Américains retirent l'armada et se dirigent vers l'Iran ou vers Israël, le régime israélien, alors ils ne pourront plus maintenir le type de pression qu'ils exercent actuellement sur le Venezuela. C'est donc un autre enjeu. La seule chose qui pourrait aider les États-Unis dans tout cela, c'est que Trump puisse dire « c'est une grande victoire » et que les membres de l'establishment politique américain se disent « c'est très simple, nous pouvons faire la même chose avec l'Iran ». Ce qui est bien sûr une conclusion insensée, car l'Iran est très différent du Venezuela et l'Iran est infiniment plus puissant, comme nous l'avons vu pendant la guerre de 12 jours. Et le Venezuela n'a pas de tradition de combat, ni de capacité offensive ou défensive digne de ce nom. Les capacités du Venezuela, comme nous en avons déjà parlé, résident dans le potentiel d'une insurrection. Ils sont bien mieux équipés, disons, que les Irakiens, car le sud et le centre de l'Irak sont plats, et une grande partie de cette zone est désertique. Mais le Venezuela est montagneux, couvert de forêts et par endroits de jungle. Une insurrection y aurait donc un véritable avantage. Même si les États-Unis déploient des troupes au sol et que leurs investisseurs arrivent, en cas d'insurrection, celle-ci pourrait empêcher les investisseurs de faire quoi que ce soit, ou du moins ralentir le processus. Et la guerre en Ukraine est totalement différente de ce à quoi vous faisiez allusion. Elle est infiniment différente du Venezuela. Parce que les Russes, tout d'abord, ce n'est pas une guerre. Ils sont arrivés et ont assassiné 80 personnes, ont perpétré un massacre parmi les gardes du président Maduro, puis l'ont extrait et enlevé. Mais il n'y a pas eu de guerre. Comme je l'ai dit, l'État est toujours bien en place. Tout est intact. Quelques installations de défense aérienne ont été touchées, mais elles n'ont jamais représenté une réelle menace pour les États-Unis. Comparée à l'armada que les États-Unis avaient déployée, elle n'aurait pas été capable de riposter dans ce sens. Et même les défenses aériennes vénézuéliennes sont bien plus faibles que celles de l'Iran. Et ce ne sont pas les défenses aériennes de l'Iran qui lui ont apporté la victoire. Ce sont les capacités offensives de l'Iran, en particulier ses capacités de missiles, qui ont mis les États-Unis et le régime israélien en difficulté. Et ils ont cherché un cessez-le-feu. Mais en Ukraine, les Russes peuvent avancer beaucoup plus rapidement. Devraient-ils le faire? Ils ont un énorme ménage horsemoy. Ils ont un énorme avantage en matière de puissance aérienne. Ils ont un énorme avantage dans leur capacité de drone, ce qui leur permet d'épuiser les Ukrainiens, et le temps joue en leur faveur. Les pertes russes sont bien moindres que les pertes ukrainiennes, et les Russes disposent d'une armée beaucoup plus importante, ce qui leur permet d'avancer. Ils peuvent détruire les capacités de défense, puis progresser lentement. C'est un type de guerre très différent, celui que les Russes mènent réellement. Ils veulent gagner la guerre, mais sans subir de lourdes pertes. Les Américains, eux, ne mènent même pas encore de guerre au Venezuela.
Chaque fois que les Américains interviennent pour prendre le contrôle et déployer des troupes sur le terrain, alors on peut commencer d'une manière très approximative à comparer le Venezuela à l'Ukraine. Mais même dans ce cas, il s'agirait d'un type d'occupation très différent. Souvenez-vous, ce qui a vaincu les États-Unis en Afghanistan et en Irak, ce n'était pas le nombre de pertes humaines. Le nombre de pertes subies par les États-Unis au Vietnam était bien plus élevé que celui enregistré en Irak et en Afghanistan réunis. Mais le coût d'une occupation militaire américaine, en raison des nouvelles technologies et de l'équipement moderne, est bien plus élevé dans la guerre contemporaine. Et ça, ce n'est les guerres d'aujourd'hui sont bien plus coûteuses. Oui, on dirait que le professeur Marandi revient. D'accord? Tu me vois maintenant? Oui, en ce moment. À quel moment ai-je été coupé? Oui, tu parlais de l'Irak et de l'Afghanistan. Tu as dit que la principale raison pour laquelle les États-Unis ont perdu en Afghanistan était... Oui, donc en Irak et en Afghanistan, cela a coûté bien plus cher qu'au Vietnam. Mais au Vietnam, les pertes humaines étaient bien plus élevées. Ce qui a vaincu les États-Unis en Irak et en Afghanistan, c'est le coût colossal. Si l'Amérique envoie des troupes au sol au Venezuela, ce sera très coûteux. À un moment où l'économie américaine ne se porte pas bien, où les Américains en ont assez de la guerre et où les Chinois développent leur économie sans intervention étrangère. Ce ne serait pas bon pour les États-Unis. Donc, comparer l'Ukraine et le Venezuela aujourd'hui n'a aucun sens. Mais nous voyons comment les sionistes aux États-Unis et en Israël se sont réjouis de ce qui se passe au Venezuela. Ils ont dit que c'était la dernière répétition pour les États-Unis avant d'entrer en guerre contre l'Iran. Comment voyez-vous cette situation? Pensez-vous que l'administration Trump, souvenez-vous du vice-président des États-Unis et du président des États-Unis? Oui, on dirait que nous avons perdu le professeur. Et vous êtes de retour. Vous êtes de retour, professeur Marandi. Ils ont essayé, pendant la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, et bien sûr les États-Unis, de mettre fin au conflit. Comment pourrait-il maintenant revenir vers l'Iran? Ce qui s'est passé au Venezuela va convaincre ceux aux États-Unis qui plaident pour de nouvelles guerres au Moyen-Orient de revenir et d'attaquer l'Iran, de déclencher une nouvelle guerre. Ce n'est pas impossible. Je pense que l'hypothèse en Iran est qu'il y aura une guerre. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y aura une guerre. Et on dirait que nous avons encore perdu le professeur Marandi, mais il reviendra. Oui, il revient. Professeur Marandi, nous vous retrouvons. Oui, je t'ai entendu tout le temps. Je vais faire vite, comme ça. Si je suis encore coupé, les gens n'en auront pas marre de ça. Les Iraniens partent du principe qu'il y aura une guerre. Cela ne veut pas dire qu'il y aura une guerre, mais ils ne vont pas en débattre chez eux. Ils disent, écoutez, l'hypothèse, c'est qu'il y aura une guerre. On se prépare à la guerre pour qu'il n'y ait pas de guerre. Et comme je l'ai déjà dit, l'Iran fait beaucoup en ce moment pour se préparer, et il est bien plus prêt qu'avant, à la fois sur le plan offensif et défensif. Et il travaille 7 jours sur 7 sur tous les fronts. Ce serait donc une folie pour les Américains et les Israéliens d'attaquer. Mais ils ne sont pas très raisonnables. Je ne pense pas que ce qu'ils ont fait au Venezuela ait été très intelligent. Ils peuvent considérer cela comme une grande victoire, mais ce n'est qu'une victoire tactique. C'est le premier round. Nous devons voir ce qui se passera au Venezuela dans les jours et les mois à venir.
Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une possibilité de guerre, mais les Iraniens se préparent comme si la guerre allait certainement avoir lieu. Comment, professeur Marandi, pensez-vous que la Chine perçoit ce qui s'est passé au Venezuela? Car, disons-le ainsi, les États-Unis considèrent les activités du gouvernement chinois en Amérique latine comme une menace pour leurs propres intérêts. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, du Brésil et d'autres pays, le Pérou, par exemple, ils y possèdent un port important et y voient une forme de partenariat. Le gouvernement chinois voit une sorte de partenariat avec l'Amérique latine, mais en même temps, les États-Unis y voient autre chose. Comment voyez-vous l'avenir de ce qui se passe en Amérique latine, compte tenu de la confrontation entre ces deux superpuissances? Je pense que le problème, c'est que les États-Unis, ou du moins bon nombre de ces analystes et experts, issus des médias dominants et des groupes de réflexion, croient qu'il suffit de retourner le Brésil ou d'autres pays sans que cela n'entraîne de conséquences négatives. Le comportement des États-Unis provoque la colère des populations à travers l'Amérique latine, et ce ressentiment peut se transformer en quelque chose de tout à fait différent. Même si, disons, un gouvernement particulier est proche des États-Unis, il y aura tout de même des conséquences. Et à mesure que la situation économique mondiale se détériore, les gouvernements en place vont se retrouver face à de grandes difficultés. Ainsi, même les gouvernements pro-américains, si la situation économique mondiale continue de se détériorer, en subiront eux aussi les conséquences. Et cela peut créer de l'instabilité à un moment où les populations sont en colère et indignées par le comportement des États-Unis dans le monde et dans la région. À mon avis, ce genre de comportement stratégique est insensé. Cela ne fonctionne pas, car on ne peut pas simplement éliminer la reine ou une tour et considérer que la partie est terminée. La situation économique est très complexe, tant en Amérique latine qu'à l'échelle mondiale. L'instabilité en Amérique latine et la montée du sentiment anti-américain dans la région, à moyen comme à long terme, seraient, je pense, dévastatrices pour les États-Unis. Mais encore une fois, cela ne signifie pas que les Américains n'iront pas dans cette direction, car les États-Unis ne sont pas un acteur rationnel. Et les empires, lorsqu'ils déclinent, se comportent de plus en plus différemment, de manière irrationnelle. Ils ressemblent à des personnes qui se noient et qui s'agrippent à tout pour se sauver. Les Américains considèrent cela comme une grande victoire. Et certaines personnes, aux États-Unis, j'en suis sûr, qui s'opposaient à ce qui se passe au Venezuela, vont désormais le soutenir parce qu'elles y voient une victoire rapide. Mais ce n'est pas ainsi que le reste du monde le perçoit. Le reste du monde voit les États-Unis comme une menace croissante, et cela va les pousser à envisager de se couvrir ou de chercher des alternatives. Les Chinois se sentent très menacés, et ils sont très en colère à propos de ce qui s'est passé au Venezuela, surtout qu'une délégation chinoise avait rencontré le président Maduro et que quelques heures plus tard, les Américains l'ont enlevé. C'est une énorme insulte. Les Chinois savent que les Américains essaient de contrôler l'énergie dans le monde entier. Ils contrôlent l'énergie dans le Golfe Persique, à l'exception de l'Iran. Le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Koweït, tous ces pays sont dans le camp américain. Ils ne choisiront jamais la Chine plutôt que les États-Unis. Si la situation devient critique, ils se rangeront du côté des Américains. Les familles royales, les rois, leurs enfants, sont liés à l'Occident. Ils y ont des palais, les élites y possèdent leurs demeures et ils y envoient leurs enfants. Je suis sûr que beaucoup d'entre eux ont assisté au même type de fête qu'Epstein organisait autrefois, et nombre d'entre eux ont des problèmes.
De nombreux dossiers existent à la CIA ou au Mossad également. Sur les plans culturels, politiques et personnels, les élites sont attachées à l'Occident. Ils ne se détourneront jamais pour choisir la Chine ou quiconque d'autre plutôt que les États-Unis. La Chine sait donc que le Venezuela est l'un des rares pays qui, dans les circonstances actuelles, désobéirait aux États-Unis dans ses relations avec la Chine. Bien sûr, l'Iran et la Russie agissent de la même manière. D'après mes conversations avec mes amis et collègues chinois, il est clair qu'ils sont profondément inquiets et je pense qu'ils vont réagir à leur manière. Ils exerceront davantage de pression sur les États-Unis à leur façon. Ils ont une manière différente de traiter avec les Américains, comme nous l'avons déjà vu. Dans la guerre commerciale, ils avaient l'avantage. Les Américains ne s'y attendaient pas. Before. In the trade war, they had the upper hand. The Americans did not expect that. So the Chinese have many capabilities that can. Les Chinois disposent de nombreuses capacités qui peuvent nuire aux États-Unis. Mais il faudra attendre pour voir comment cela se déroulera. Mais une chose, Nima, lorsque la présidente par intérim a prêté serment, je pense que tu as probablement vu la séquence où les ambassadeurs chinois, russes et iraniens étaient présents. Et elle les a tous trois salués. À chacun d'en tirer les conclusions qu'il veut. Certains diront peut-être qu'elle va changer de cap. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, le fils du président Maduro a prononcé ce discours. Lors de la cérémonie d'investiture, elle a rencontré et remercié les trois ambassadeurs. Je pense que c'est significatif. Vous voulez dire Delcy Rodriguez? Oui, elle s'appelle bien Delcy Rodriguez. Oui. Professeur Marandi, l'autre point, c'est qu'en ce moment, beaucoup de personnes qui critiquent Donald Trump pour ce qu'il fait au Venezuela soutiennent que cela pourrait rappeler l'idée que les Chinois pourraient faire la même chose à Taïwan. Mais la Chine a-t-elle vraiment besoin de suivre la voie qu'ont empruntée les États-Unis au Venezuela? Ou bien a-t-elle sa propre manière d'aborder les problèmes auxquels elle est confrontée à Taïwan? Eh bien, lorsque je parle à mes amis chinois, ils ont des interprétations différentes. Certaines personnes bien informées pensent qu'à un moment donné, le gouvernement chinois décidera de prendre Taïwan. Et ce sont des gens sérieux. D'autres, tout aussi sérieux, estiment que la Chine attendra et tentera de réunifier le pays par d'autres moyens. Ils pensent que le temps joue en leur faveur, en raison du déclin économique de l'Occident, et ainsi de suite. Cependant, ce qui s'est passé au Venezuela, je n'ai vu aucun de mes collègues chinois changer d'avis sur la manière dont ils pensent que les choses se dérouleront à Taïwan. Mais, si quelque chose, cela donnerait plutôt plus d'arguments à ceux en Chine qui pensent qu'une solution militaire est la bonne voie à suivre. Il y a une distance entre la Chine continentale et Taïwan, mais il y a aussi une distance entre le Venezuela et les États-Unis. La Chine, à mon avis, et j'ai voyagé en Chine, est technologiquement bien en avance sur les États-Unis. Les Chinois ne se vantent pas, mais ils sont en avance. Et j'imagine que même dans certains domaines où les Américains affirment aujourd'hui être en tête, ils ne le sont probablement pas autant qu'ils le pensent ou qu'ils le prétendent. Car, comme je l'ai dit, les Chinois sont très différents des Américains. Par exemple, tout le défilé militaire que nous avons vu à Pékin était nouveau. C'était, je crois, une réaction à la manière dont Trump traitait le reste du monde et la Chine. Mais jusqu'à présent, les Chinois n'ont jamais organisé ce genre de parade. Je pense que les Chinois sont bien en avance sur les États-Unis dans de nombreux domaines et qu'ils atteignent ou ont déjà atteint le niveau américain dans d'autres. Donc, si les Américains peuvent lancer des attaques contre le Venezuela, je pense que les Chinois peuvent faire bien plus.
Même si Taïwan est plus fort que le Venezuela et dispose de capacités militaires supérieures, une frappe ou une attaque de la Chine contre Taïwan détruirait son économie. Je veux dire que les Chinois n'auraient pas besoin d'en faire beaucoup pour ruiner l'économie taïwanaise. Elle est très vulnérable. Il leur suffirait d'imposer un siège ou un blocus. Ils pourraient faire ce que les Américains ont fait, et cela nuirait bien plus à Taïwan qu'au Venezuela, car Taïwan est très vulnérable sur le plan économique. Elle possède une économie très vaste et tournée vers l'exportation. Un blocus comme celui que les Américains ont imposé au Venezuela nuit au Venezuela. Mais ce pays a des voisins, ce n'est pas une île, et son économie ne dépend pas autant des exportations. Taïwan, en revanche, serait très vulnérable en tant que petite île. Si la Chine voulait accroître la pression sur Taïwan, elle en aurait la logique, car elle pourrait dire « Eh bien, les Américains l'ont fait. Nous avons tout à fait le droit d'en faire autant. » Elle n'aurait pas besoin d'envahir Taïwan. Il lui suffirait d'imposer un siège ou un quasi-siège. Je pense que le gouvernement taïwanais entrerait en crise. Et je ne crois pas que si un siège était imposé, les Américains déclencheraient une guerre ouverte pour cela. Ce que les Américains ont fait, c'est transformer complètement la manière dont les différents pays conçoivent la sécurité. Professeur Marandi, l'un des principaux sujets d'actualité en ce moment, ce sont les manifestations en Iran. Vous savez comment les grands médias occidentaux traitent ce genre d'événements. Chaque fois qu'il se passe quelque chose ici, ils essayent de le présenter comme une manifestation pour un changement de régime. Peu importe si les gens sont mécontents, par exemple de l'inflation ou d'autres problèmes intérieurs. Ils cadrent toujours cela comme un mouvement de changement de régime et exagèrent vraiment la situation. Comment voyez-vous les choses? Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de nos auditeurs, veulent savoir ce qui se passe réellement en ce moment en Iran. Quelle est votre perception des manifestations? Je pensais que nous allions en parler au début. Mais regarde, Nima, j'ai l'habitude. J'entends ça depuis mon adolescence. Quand j'étais adolescent, il n'y avait pas d'Internet. Mais je connaissais l'anglais parce que, enfant, j'ai vécu aux États-Unis. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, nous avons déménagé en Iran. J'avais environ 12 ans, presque 13. Et à cette époque, il n'y avait pas d'Internet. Alors j'écoutais la VOA et le service mondial de la BBC à la radio. Même pendant la guerre, mes camarades au front se moquaient souvent de moi parce que je sortais toujours la nuit pour écouter la BBC sur ma radio. C'est devenu quelque chose dont on me taquinait souvent. L'Iran a toujours été, du moins d'après mes souvenirs, présenté comme étant au bord de l'effondrement. Selon les récits occidentaux, il était sur le point de s'effondrer pendant la guerre. Lorsque l'imam Khomeini est décédé, on disait qu'il était au bord de la guerre civile. Durant les années Rafsanjani, nous avons connu des émeutes et des manifestations. Et rappelons-le, ce n'est pas la même chose, à cause d'une crise monétaire survenue peu après la première guerre du Koweït. Nous avons également connu des crises monétaires périodiques pendant la présidence d'Ahmadinejad, lorsque Obama a imposé des sanctions de pression maximale, une forte dévaluation sous l'administration Rouhani, et de nouveau la même chose lorsque Trump a rétabli ces sanctions. Et cela continue encore. Tu sais, si tu utilises simplement DeepSeek ou un autre outil, à condition de bien savoir t'en servir, et que tu demandes quand les analystes occidentaux ont-ils parlé de l'effondrement ou de la chute de l'Iran, tu verras que c'est un discours récurrent. Donc ça me dérange plus vraiment. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je suis presque sûr que dans 1 an ou 2, quand tout cela sera terminé,
et qu'il y aura à nouveau des manifestations quelque part en Iran pour une autre raison, ils diront la même chose. Oh, cette fois, c'est la fin. Cette fois, c'est différent. Alors, que veux-tu répondre à ça? Les médias occidentaux diront ce qu'ils veulent. Ils soutiennent un génocide à Gaza. Ils ne sont pas en position de donner des leçons sur les droits humains en Iran. Et encore une fois, je le souligne, des manifestations pacifiques en Iran. Le dirigeant, il y a seulement quelques jours, a parlé du marché et des commerçants. Il a dit qu'ils avaient tout à fait le droit d'être mécontents et de manifester pacifiquement. Mais les émeutiers, c'est une autre affaire. Ceux qui sont descendus dans la rue pour incendier des bâtiments, tuer des policiers, tenter de les brûler vifs ou attaquer des bases militaires, eh bien, si une base militaire au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France ou en Allemagne était attaquée, on tuerait les assaillants. Et l'ensemble des médias occidentaux les défendraient et blâmeraient ceux qui ont attaqué ces bases. Mais dans le cas de l'Iran, en raison de leur hostilité manifeste, ils présentent les choses autrement. Ils disposent d'un empire médiatique en langue persane sur lequel ils dépensent des milliards de dollars chaque année. Iran International appelle même les gens à prendre les armes. Ils sont basés au Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni permet à des gens de dire aux Iraniens de prendre les armes. S'il existait une chaîne de télévision dans le monde qui tienne de tels propos à propos d'un pays occidental, il y aurait des sanctions généralisées. En réalité, tous les médias iraniens, russes, vénézuéliens et ceux associés à la résistance, que ce soit au Yémen ou au Liban, sont sanctionnés. Tous sont sanctionnés. Pourquoi? Non pas parce qu'ils ont proféré des menaces contre l'Occident, mais simplement parce qu'ils existent. Maintenant, ces médias persans, et je l'ai tweeté, donc personne ne peut le nier. Si l'on consulte mon compte Twitter, je crois que c'était hier, j'ai publié un message où l'un des présentateurs de ces chaînes disait que les gens devaient être armés et qu'ils devaient renverser le pouvoir. Ils essayent donc d'imposer ce récit. L'ancien chef de la CIA affirme que des agents du Mossad israélien se trouvent parmi les manifestants ou les émeutiers. C'est donc clair. Et puis bien sûr, les sanctions de pression maximale sont conçues pour faire s'effondrer l'économie, pour rendre la vie aussi terrible que possible aux populations afin qu'elles deviennent désespérées et renversent leur gouvernement. C'est ce qu'ils ont essayé de faire en Syrie. Et après de nombreuses années d'efforts, c'est ce qu'ils ont réussi à accomplir. Ils tentent de faire la même chose à Cuba, au Venezuela, au Yémen et en Iran, avec beaucoup moins de succès. En fait, j'en ai parlé dans mon émission hebdomadaire, comme nous l'avions évoqué auparavant, sur Al-Mayadeen. C'est une sorte de monologue, et je viens de l'enregistrer aujourd'hui. C'est pour vendredi. Vous savez, ce sera diffusé sur le site en anglais d'Al-Mayadeen, sur leur chaîne YouTube, sur ma X, Instagram et tout le reste. Tu pourras le trouver là-bas quand ils le montreront dans quelques jours. Mais je soutiens que ce qu'ils font au Venezuela, ils essaient de le faire à l'Iran. C'est exactement ce qu'ils ont fait à la Syrie. Et les Américains et les sionistes, nous avons vu comment, au Venezuela, ils avaient un intérêt direct et soutenaient fortement cela. Nous avons aussi vu ce général américain en ligne, je l'ai retweeté, qui disait que ce qui se passe au Venezuela serait formidable pour Israël. Puis il s'est interrompu, n'a pas dit Israël, et a dit pour le peuple du Venezuela. Il est clair que c'était la même chose pour la Syrie. Cette sale guerre était entièrement liée à Israël. Et ces personnes qui ont soutenu la sale guerre, elles ont aidé Israël. Qu'elles l'admettent ou non, ou qu'elles le reconnaissent ou non, il est évident que tout cela concernait le régime israélien. Ainsi, dans le cas de l'Iran, ils continueront à dire la même chose. Cela n'a vraiment aucune importance. Ils peuvent dire que l'Iran est sur le point de s'effondrer.
Mais le plus ironique, c'est que dans 2 ou 3 ans, s'il y a encore des manifestations et des émeutes, ils répéteront exactement la même chose. Et il n'y aura aucune responsabilité pour ce qu'ils ont dit les années précédentes quand tout s'est révélé faux. Mais encore une fois, je tiens à souligner que dès le premier jour, lorsqu'il y a eu des manifestations, il n'y a pas eu de réaction de la police. Il n'y a pas eu d'arrestation. Il n'y a pas eu de violence. Ce n'est qu'à partir du 2e jour, je crois, que les infiltrés ont essayé, vous savez, d'infiltrer les manifestations et de les rendre violentes. Et c'est à ce moment-là que la police a commencé à réagir. Quand des gens incendient des bâtiments, ils vont être arrêtés. S'ils frappent des policiers, ils vont être frappés aussi. S'ils tirent sur des policiers, la police va riposter. Mais l'Occident encourage cela. Et la preuve est dans mon tweet, un seul. Je ne regarde pas ces médias en langue persane, mais ce clip en particulier, quelqu'un me l'a envoyé et j'ai décidé de le publier sur Twitter. Il est très clair que les agences de renseignement occidentales et les gouvernements occidentaux apportent leur aide à ces chaînes de télévision. Ce que j'ai publié est limpide. Et bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, il y a le tweet de Pompeo, l'ancien chef de la CIA. Vous savez, en Occident, il y a des manifestations tout le temps. Des gens sont arrêtés au Royaume-Uni pour avoir brandi une pancarte disant non au génocide. Et souvent, on voit des manifestations pacifiques, pas seulement à propos de Gaza. Dans ces cas-là, la police est très violente. En Allemagne en particulier, j'ai vu beaucoup de violence. Mais souvent, quand je parle avec mes amis en Italie, en France ou ailleurs, ils me disent que les trains ne fonctionnent pas parce que les gens ont cessé de travailler. Eh bien, personne ne dit que la France est sur le point de s'effondrer ou que l'Italie est sur le point de s'effondrer simplement parce que des gens font grève. Mais dans le cas de l'Iran, toute protestation est perçue comme un signe d'instabilité. Non, en réalité, c'est le signe d'une société en bonne santé. Et l'Occident ne veut pas voir une société en bonne santé en Iran. Non seulement il impose des sanctions de pression maximale, mais lorsque des manifestations éclatent et que les gens descendent dans la rue pour se plaindre, il cherche rapidement à les infiltrer pour en tirer un avantage politique. En fait, il perturbe la société civile iranienne pour servir ses propres objectifs sinistres. Sinon, lorsque les manifestations étaient pacifiques, elles avaient lieu et il ne se passait rien. Et souvent, cela conduit le gouvernement à modifier ou à repenser sa politique afin de prendre en compte les préoccupations du peuple. Mais l'Occident ne veut pas de cela. Tout ce qu'il veut, c'est l'instabilité. Il veut la souffrance. Je veux dire, quand il parle des droits de l'homme en Iran, les sanctions de pression maximale touchent tout le monde. L'objectif est de faire souffrir les gens. Alors, qui sont-ils pour parler des droits de l'homme? Quand le régime israélien a mené une attaque éclair contre l'Iran et massacré des gens, je me souviens que j'étais dans cette pièce en train de vous dire que, non loin d'ici, ils avaient détruit tout un immeuble résidentiel, tuant environ 70 personnes, dont 25 ou 30 enfants. Où étaient-ils? Les médias occidentaux appelaient cela une frappe de précision, chirurgicale, ou vous savez, un coup de maître du renseignement. Il n'y a pas de coup d'État des services de renseignement. Personne ne vit secrètement en Iran. Les maisons de chacun sont ouvertes à tous. Alors, quand ils décident d'assassiner un général et de tuer tout le monde dans le bâtiment, c'est un crime de guerre. Mais l'Occident l'a soutenu. L'Union européenne l'a soutenu. Ils ne se soucient pas des droits humains en Iran. Ils ne se soucient pas des droits humains après le massacre au Venezuela. 80 personnes ont été tuées. Les Européens ont-ils condamné les États-Unis pour violation des droits humains? Et puis, bien sûr, il y a le Liban, Gaza, le Yémen et la Cisjordanie. L'Occident n'a aucune crédibilité. Ce sont les pires violateurs des droits humains sur cette planète. Et je pense qu'ils parlent trop.
Mais cela m'est indifférent. Ils peuvent dire autant qu'ils veulent que l'Iran est sur le point de s'effondrer. I'm indifferent. They can say Iran is about to collapse all they like. Yeah. Thank you so much, Professor Marandi. Oui, merci beaucoup, professeur Marandi. C'est toujours un grand plaisir. C'est un honneur. Et je mettrai le lien vers votre émission sur Al Mayadeen English dans la description de cette vidéo, afin que les gens puissent s'y rendre et trouver toutes les émissions que vous faites sur leur chaîne YouTube. It's called demystifying. Ça s'appelle démystifier l'Iran, parce que l'Occident passe son temps à mystifier l'Iran, comme si c'était un grand mystère, un régime despotique, tout ça, tu vois. C'est très différent de ce qu'ils prétendent. Mais enfin, j'espère que si quelqu'un le regarde, il trouvera les différents programmes intéressants. The different programs, they find it worthwhile. Oui, merci beaucoup, professeur Marandi. Merci. Thank you.